Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Une petite marche. Une petite marche. Allez, c'est la dernière petite balade qu'on peut faire. On rentre demain. Donc demain, adieu campagne. Bonjour béton. Ça va être dur. Hein, enfin, ça va être dur. On va faire en sorte que ça soit pas trop dur. On va faire en sorte aussi que les choses changent un petit peu parce que bon, c'est vrai que jusqu'à présent, je suis resté un petit peu trop dans ma zone de confort. Alors ça c'est facile à dire. Hein. Sortir de sa zone de confort, c'est pas évident. Surtout quand on a comme moi, ce que je suspecte, une petite maladie mentale. Enfin maladie mentale, oui sûrement. Ouais. Une espèce de solitude comme ça que je traîne depuis l'enfance. Donc c'est pas évident. Bah, jusqu'à présent je m'en étais pas aperçu, mais là depuis quelques temps là ça a été très dur de m'en apercevoir. Prises de conscience ont été très 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 fortes et de m'apercevoir à quel point j'étais tout seul dans ma vie et je savais même pas que j'étais tout seul en fait. Bon, il y a ma fille, il y a son copain, il y a les connaissances, mais la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez moi, c'était il y a longtemps, hein, la vache. C'était il y a super longtemps. Et c'était une meuf, voilà, forcément. C'était une meuf. Et j'étais tellement dégoûté que je crois qu'après, il n'y a plus personne qui est rentré chez moi. À part Alan, le copain de ma chérie d'amour. Voilà. Donc il va falloir reprendre tout ça en main. Ah mais c'est dingue comme je suis essoufflé. Hein. J'ai un truc au poumon, c'est pas possible. Est-ce que tu vois les murs là? Ah, elles sont d'enfer. Hein. On va essayer de s'en... Ah, ça... On va rendre notre chien de berger accro à la mûre. Celle-là est pas trop mûre, celle-là est super mûre. Alors il faut savoir qu'à un certain moment dans ma vie, j'ai fait des confitures, j'ai fait plein de trucs. Des bocaux, j'étais un vrai paysan. Mon pain. Viens. Je faisais tout moi-même. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tiens, regarde. Tiens. Une mûre, t'aimes bien? Tiens, là, là. Attends, doucement, doucement. Tiens, voilà. Doucement. Oh, prends. Viens là. Viens manger ta putain de petite mûre, doucement. Voilà, tiens, doucement. Allez, viens, doucement. Tiens, doucement. Tiens, là, là, là. Ah, j'aime pas quand tu me bouffes les doigts, là, ça. Avec ton haleine de chacal. De chacal. Bon, ben voilà, c'est la dernière balade. La dernière petite balade. Alors, je sais pas si ça intéresse les gens. Alors, toi qui écoutes, abonne-toi, s'il te plaît.
juste comme ça me montre qu'il y a des gens qui sont un peu derrière l'écran et ça fait plaisir en termes de proximité humaine, tu vois. Ça fait plaisir parce que je me sens bien seul quand même. Et je sais que c'est pas sur YouTube que je vais retrouver du lien et que je vais retrouver des gens avec qui parler, avec qui échanger. Mais au moins ça fait une petite illusion d'humanité. C'est pas grand chose, tu vois, mais ça me fait tenir en fait. Alors c'est pas du chantage émotionnel, quoique ça peut y ressembler, mais non, il faut savoir que c'est important. J'ai posté pas mal de shorts, tu vois, des shorts un peu pas terribles en fait. Et ça c'est ça qui m'a ramené tous les abonnés que j'ai, enfin les abonnés, j'en ai 40, tu vois, 41 depuis hier soir. Et il y en a aucun ça n'a été les vidéos. Tu vois, des petites vidéos que j'ai postées qui me semblent un peu plus personnelles. Non, c'est resté sur des shorts très impersonnels. Et puis entre guillemets très mal fait aussi. Mais bon, voilà, il faut accepter le jeu. Donc voilà, donc si tu veux me faire un petit coucou, un petit signe, laisse-moi un petit message aussi. Et puis un petit clic sur l'abonnement. Ça peut être bien cool pour moi. Dis-toi que tu fais un heureux. Voilà. Et donc là on est reparti pour une séance de je suis essoufflé dans mon téléphone. Voilà. Je suis essoufflé dans mon téléphone. Et j'espère qu'il y aura assez de batterie. Voilà. Donc tout ce que je poste en fait c'est vraiment pas du produit fini. C'est du sur le vif. Voilà. Parce que je trouve que les gens, on peut les connaître que sur le vif et que c'est facile de couper au montage. C'est facile de dire ah bah non, ça je le coupe, ça je le remets. Enfin bon, chacun son délire, tu vois. Moi mon délire c'est de me foutre un peu à poil parce que de toute façon on est une pauvre humanité à poil, quoi qu'on veuille bien s'imaginer, quoi qu'on veuille bien dire, on est une putain d'humanité à poil et on essaye de s'habiller avec les oripeaux de la déchéance et de la décadence. Ça c'est mon point de vue, voilà, tout simplement. Et puis peut-être que je suis essoufflé aussi parce que je parle en même temps que je monte. Non, c'est surtout que je me dépêche de monter pour être tranquille après dans les chemins. Mais moi je suis un hyperactif. J'ai vraiment du mal à faire les choses à moitié. Voilà. Non. Ah, c'est un joli petit morceau de viande. Mais non, quand même non. Demain on prend la voiture et j'ai pas envie que tu sois malade. J'ai l'impression que j'ai la voix cassée. Hier j'ai regardé l'émission, un petit reportage avec des fans de Patrick Bruel. J'espère que c'est pas ça qui m'a foutu la voix en l'air. Ouais, enfin bon. J'ai pris ma polaire. Est-ce que c'était vraiment la peine? Je suis déjà en transpiration. Et voilà, on est en contact avec les gens, la vraie vie. La vraie vie. Alors le cyclisme, sport national. Ici les gens ils font du vélo avant de savoir marcher.
Et donc voilà, hein. Place du village, église du village, où on n'a pas enterré ma mère, mais où on a enterré mon frère. Et puis après, on verra qui est-ce qu'on enterrera. Ah, la question à la con, quoi, putain. Ouais, mais n'empêche que, quoi. La question à la con, mais n'empêche que, quoi. Ça me fait chier, tu vois. Ça fait chier. De voir la vie comme ça s'égoutter, grain après grain. Voir ce chien là vieillir, me voir moi vieillir, perdre des capacités, perdre de la mémoire, être obligé de me faire violence pour me stimuler davantage. Viens au pied, viens au pied. On va pas commencer à faire n'importe quoi là, on est sur la route là, ok? D'accord? Eh oh! Alors, il faut savoir qu'elle, depuis qu'elle est là, c'est la fête du slip. Elle fait n'importe quoi. Elle fait n'importe quoi. N'importe quoi. Allez, va. En même temps à Saint-Denis, dans un 40 mètres carrés, la superficie qu'elle a pour elle, c'est un coussin de canapé. Elle n'a pas grand chose d'autre. Pour moi, la superficie, enfin pour moi, pour ma fille et moi, c'est un canapé, c'est tout. Un petit coin cuisine quand on est motivé pour faire la cuisine. Et puis un lit chacun, quoi. Voilà, donc. Et donc cette solitude. Je sais pas pourquoi cette solitude. Cette solitude. Parce qu'il y a quelque chose derrière. Il doit y avoir une maladie mentale, une dépression, ou un truc comme ça. Quand je m'entends dire qu'à 9 ans je pensais à me suicider, et je pensais au suicide en termes de solution, tu vois, genre c'est quoi cette vie de merde? Bon écoute, il y aura toujours le suicide au cas où, quoi. Voilà. C'est pas normal de penser ça à 9 ans quand même. Il y a bien quelque chose derrière, tu vois. Et j'en ai voulu longtemps à mes parents parce que tu vois, l'adulte tout bancal et tout merdique qui passe toute son énergie à être à peu près pas trop mal, je me dis que si ça avait été pris à temps, peut-être que je serais épanoui, je serais heureux, je serais comblé, je serais peut-être pas heureux, mais au moins j'aurais une place. Je me sentirais avoir une place, je me sentirais exister. La place, je ne l'ai jamais sentie, jamais. Alors peut-être que je me suis toujours écrasé, je me suis toujours laissé ratatiner, c'est possible aussi. Que je me sois... Ouais, je pense que c'est ça en fait. Parce que ces derniers jours, là, je m'aperçois à quel point mon père, il est contrôlant en fait. Et c'est une vraie, c'est un vrai aspirateur à énergie. À ses côtés, j'ai envie de rien. Dès que tu as le moindre, le moindre petit éclair de quelque chose, il te rabat le machin, mais c'est incroyable. Tu vois, sa nouvelle copine là, je sais pas trop, tu vois, mais elle n'est pas du tout comme ça. Et lui, c'est vraiment la moindre chose que tu désires faire, le moindre petit truc. Tu vois, ce matin, j'ai ramené une pizza. Il fait, oh là là, une pizza, mais elle est trop grande, mais quoi, baba. Puis finalement, on l'a mangé quasiment entièrement. La dernière fois, c'était le barbecue. C'était tellement compliqué de faire un barbecue. Tu vois, et je me dis, putain, quand t'es marié à un mec comme ça, la vie, ça doit être l'enfer quand même. Un mec qui à chaque fois te casse tes délires. À chaque fois, toi tu dis, allez tiens, on fait ci. Et l'autre, il fait, ah non, tu vois, c'est fatigant. Tu vois, il y a hier ou avant-hier, là, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je vous emmène quelque part avec Marie-Jo. Je vous emmène à Chamonix, je conduirai. Ah non, ça fait trop loin, je peux pas.
moi je me sens mal, je me sens pas bien, j'ai des problèmes digestifs. Je lui dis, mais je vous emmène au puits alors. Ah non, mais moi tu sais, je suis fatigué là. Alors je sais pas ce qu'il me dit quand il me dit ça, tu vois. Mais bon, sa copine, elle est pas fatiguée, elle a envie de bouger, elle, c'est bon quoi. Venir s'enfermer, à regarder des vidéos, alors qu'avant le Covid, elle allait danser dans des thés dansants, tu vois. Ça, c'est un autre délire quand même. Et elle va peut-être vite en avoir marre, quoi. Parce qu'elle est quand même vachement jeune, elle, dans sa tête. Donc du coup, moi je disais ça pour faire plaisir. Je disais ça pour... bah voilà, c'est moi qui conduis. Mais non, parce qu'il a des problèmes digestifs. Alors je peux comprendre, quand tu vois ce qu'il mange tous les matins. Alors je veux pas juger, parce que, comme j'expliquais, la routine, c'est quand même quelque chose de vachement important pour des gens comme lui, qui se retrouvent tout seul. Enfin tout seul non, il a sa copine, mais il y a quand même la solitude de vieillir, tu vois, tout seul. Moi je suis son dernier enfant, et j'habite à 500 km d'ici, tu vois. Et lui aussi c'est quelqu'un de solitaire, tu vois. Si je tiens mon côté solitaire, je pense que ça doit être de lui. Sauf que lui, il a une famille, il a des frères et sœurs, il a des cousins, des petits cousins, il a une espèce de famille derrière lui, tu vois. Alors que moi, ma famille, j'en ai pas en fait. Mes cousins, on se fréquente pas, on n'a pas de lien forcément. Mon frère, il est décédé. Voilà, j'ai ma fille. C'est tout, C'est un peu, c'est pas beaucoup, c'est pitoyable. Et c'est aussi la raison, je veux pas non plus peser trop sur elle. Parce que je me rends compte de tout ça finalement. Et donc j'essaye de me retrouver une espèce de stabilité, tu vois. J'aimerais bien trouver des amis. Attends, je vais quitter ma polaire là, parce que franchement, j'ai trop chaud. Ah ouais, j'avais pas mis pause, pardon. Je vais mettre pause. Ouais, finalement je garde la polaire parce qu'il y a un petit vent à la con là. Et demain je prends la voiture. J'ai pas envie de... J'aurai personne. Si je tombe malade chez moi là, il va falloir que je me réveille, que je sorte Nouka, que je fasse tous les trucs. Ah, ça sera cool, je vais pouvoir prendre une douche. Une bonne douche, tu vois, ça fait 3 jours que j'en ai pas pris, parce qu'ici c'est compliqué de prendre une douche. Parce que quand tu prends une douche, papa il passe derrière toi, et même si tu as fait super gaffe, si tu as passé la raclette partout, sur les murs, sur le sol, si tu as passé le gant à toilette sur les surfaces vitrées, sur les poignées, si tu as tout fait bien comme il faut, de toute façon tu n'auras pas fait bien comme il faut. Voilà. Et du coup ça fait chier et ça use. Et ça use, tu vois. Et moi ce matin, j'étais fatigué, tu vois. Alors lui, il pète la forme, il bouffe l'énergie des gens, tu vois. Je sais pas comment il fait. Alors c'est moi qui me laisse bouffer l'énergie, c'est un truc de fou, quoi. Mais quand je suis là, quand Loulou est là, c'est pareil. Loulou, elle a plus d'énergie, je la reconnais plus, tu vois. Elle est plombée, tu vois. Alors je sais pas si c'est la maison, si c'est lui. Je sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, moi je vais rentrer à Saint-Denis, j'ai des examens médicaux qui m'attendent. Et puis on verra ce que ça fera. Bon écoutez, si tu m'écoutes, j'aimerais bien que tu me dises si tu es heureux de vivre ou pas, toi. Je le dis maintenant parce que quand je le dis à fin de vidéo, c'est 20 minutes. La personne qui tient 20 minutes sur mes vidéos, déjà elle a du courage. Mais j'aimerais bien savoir. Je referai une petite vidéo comme ça courte, un petit short pour savoir si les gens sont heureux de vivre. Mais moi j'aimerais que tu me dises si tu es heureux de vivre, tout simplement, pour savoir s'il y a des gens heureux, quoi.
Ouais, est-ce que tu crois que tu es heureux ou alors est-ce que tu es vraiment heureux? Tu vois? Parce que moi c'est la question que je me pose. Est-ce que si on est heureux de vivre, c'est qu'on a oublié notre condition d'être humain mortel et qu'à tout moment les gens qu'on aime peuvent mourir? Ou alors ça il faut rien avoir à. Il faut mettre ça de côté et puis faire comme si. Donc a priori c'est. Donc être heureux ça voudrait dire être égoïste, penser qu'à sa gueule. Mais je crois qu'il faut vivre un peu sur ce mode là. Hein. Parce que si tu penses qu'aux autres, moi tu vois j'ai vécu un peu comme ça sur ce mode là. J'ai vécu en pensant aux autres parce que j'avais tellement peur de me retrouver tout seul que j'ai fait concession sur concession en fait. Je me suis jamais affirmé, que ce soit avec ma fille, avec mon ex, avec mes ex, avec mes parents, avec mon frangin, avec tout le monde en fait, avec les oncles et les tantes, quand il y en avait encore. Enfin si, j'ai encore un oncle et une tante, là, ils sont assez vieux, tu vois. Eux aussi, ils ont participé un peu à mon naufrage, indirectement, en me disant ce que je devais faire dans ma vie, puis moi je les ai écoutés comme un con, tu vois. À l'époque, j'étais célibataire, enfin célibataire oui et long, parce que bon, j'avais des petites conquêtes de temps en temps. Je faisais du saxo, j'étais dans 2 groupes de musique, on faisait des concerts à droite à gauche, on partait à l'étranger, on faisait des trucs, tu vois. Je touchais un cachet, un petit cachet, tu vois, mais bon, c'était pas suffisant pour vivre, hein, parce que le cachet, tu le recevais en général 3 à 6 mois après le concert. Donc voilà. Ah, puis une fois, ils nous avaient bien baisé la gueule avec cette histoire de concert. Il y avait un projet de remonter le Rhin ou de descendre le Rhin sur un bateau avec 50 saxophonistes, donc hébergés sur le bateau, pendant 15 jours à 3 semaines. Et, le cachet, c'était 50 000 balles, 50 000 euros. Alors forcément, là, tu te décarcasses, tu te casses le cul, tu vois, tu te dis waouh, tu bosses à mort les trucs, tu vas aux répètes, t'es plein de rêves, tu dis putain, 50 000 balles, waouh quoi. Enfin, je sais plus si c'était 50 000, enfin une putain de grosse somme quoi. Je sais plus si c'était en euros d'ailleurs, si ça devait être en euros. Bref. Et puis semaine après semaine, et ben, le projet devenait de plus en plus flou. Tu vois, le truc de 3 semaines à la base ou de 1 mois s'est transformé en 3 semaines, après c'était 15 jours, après c'était une semaine, après c'était 3 jours. Et comment ça s'est fini? Ben après je crois que c'était juste, il y avait juste un concert à la con quoi. Je sais plus, à l'occasion d'une fête. On était passé après Jairo je crois. Non Jairo ou je sais plus qui, en Allemagne. Je crois que c'était Jairo, ouais. Ouais, je crois que c'était Jairo. D'ailleurs, avant de monter sur scène, il s'est mis un gros truc dans le nez. Je sais pas ce que c'était, mais voilà. Il y avait un mec à côté avec une petite boîte, genre petit coffret et tout. Ça ressemblait à un truc pour déboucher le nez, tu vois. Enfin voilà. Après, je me dis, on met ce qu'on veut dedans, quoi. Donc voilà. Et donc je vivais comme ça. Et puis mon oncle et ma tante, au décès de mon frère, a dit, ils ont décidé. Alors moi j'étais perdu, hein. Mon frère venait de mourir et tout. Il dit ouais, ça serait bien que tu te rapproches de tes parents. Tu déménages, tu fais pas grand chose là-bas. Entre parenthèses, j'étais en relation avec la mère de ma fille, donc voilà. Et puis j'ai écouté, ouais, je me suis barré. J'ai pris un appartement à Saint-Chamond. Et du coup, j'ai fermé la porte à ce qui me faisait un peu vibrer, tu vois, la musique. Puis c'était pas que la musique, c'était l'ambiance. Tu vois, c'était le fait d'appartenir à un groupe, le fait d'être là, de répéter ensemble, de faire les voyages ensemble, ce genre de trucs. Voilà. Et je me suis retrouvé ici à Saint-Chamond sans rien et sans personne.
Au début, tu reprends contact avec les anciens potes. Et puis bah t'es loin, alors bon, forcément, les liens se distendent, disparaissent. Voilà, et puis après t'es comme un con, t'es tout seul. T'es tout seul, voilà. Yasmine est venue me rejoindre, parce que je lui avais demandé de venir. Ce qu'elle a fait, elle a tout laissé tomber de son côté. Puis quand elle s'est aperçue dans quel merdier elle s'était mise, elle s'est vite barrée, quoi. Avec notre fille, voilà. Enfin moi je dis ça comme ça, mais ça s'est pas passé spécialement comme ça, mais en gros ça s'est passé comme ça. Et puis voilà, et puis moi j'ai vécu quelques années loin de ma fille, 6 ans de galère. Et puis après, je suis allé m'installer en Seine-Saint-Denis, juste à côté de ma fille, voilà. Et j'étais tellement abîmé que j'ai pas pu faire grand chose en fait, à part être là, au maximum. Mais avec toutes mes blessures, avec tous mes problèmes occultés, toute ma vie gâchée, sans perspective, en ayant régulièrement sacrifié des boulots pour pouvoir me trouver à passer un peu de temps avec ma nénette, parce que sinon je la voyais pas, quoi. Donc quand je pouvais avoir des jours, c'était cool. Et quand je pouvais pas avoir de jours, je démissionnais, ou je me cassais, ou je me mettais en maladie. Ce genre de truc. Voilà. Bonjour. Donc tu vois, c'est bien cool de se balader avec quelqu'un, avec qui discuter. Donc là, c'est avec toi que je me balade et que je discute. Ça, c'est pour ça que j'aimerais bien que tu me fasses un petit retour, tu vois. Même à la limite, envoie-moi du fric, tu vois. Non, je déconne. Enfin, je déconne. Vraiment, je déconne. Non, mais tu vois, un petit coucou, un petit... J'ai cherché des vidéos sur YouTube avec des gens seuls, tu vois, la solitude et tout ça, machin. Alors j'en ai regardé quelques-unes. Bon, il y en a une, c'était Florine, qui a mis fin à ses jours il y a quelques temps, là. Elle avait un blog. Elle m'a touché. 23 ans, j'ai pas d'amis, mais bon... Quand elle parlait, après on se rendait compte qu'elle avait quand même une famille qui était proche. Elle avait des proches autour d'elle, et elle avait des amis aussi autour d'elle. Elle avait un métier, elle avait une fille, elle avait un copain. Donc là, elle ressentait la solitude, tu vois. Elle était quand même pas spécialement seule. Enfin, de toute façon, la solitude, je crois que c'est quelque chose qu'on peut pas quantifier. C'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose de profondément intime. Et on ne peut pas savoir à quel degré la fourche de la solitude s'est enfoncée en toi, tu vois. Et à quel point ça peut te faire du mal, ou à quel point tu peux en être tributaire, dépendant et tout ça, quoi. Voilà, donc Florine, j'ai eu de la peine quand elle a dit qu'elle s'était suicidée. Elle avait posté une vidéo, là d'ailleurs regarde, hein, sur YouTube, Florine Legros. Moi, cette fille, franchement, ouais, ça m'a pas fait pleurer, parce que j'arrive pas à pleurer, mais ouais, je me suis dit, putain, dans quel monde on vit, quoi. Dans quel monde on vit, quoi. Et elle avait la flemme de la vie, quoi. C'était la flemme de la vie, quoi. Tout simplement la flemme, quoi. Parce que je crois il y a des personnes qui sont pas sur le même rythme, tu vois. Moi, je suis pas sur le même rythme. Le rythme m'épuise. Moi, j'ai mon propre rythme, et mon propre rythme, il me permet pas de courir dans tous les sens, faire 50 000 trucs en même temps. Non, je peux pas. Moi, il faut que je plonge, il faut que je comprenne, il faut que je peux pas juste me contenter d'une instruction pour faire les choses. Il faut que je voie ma place, il faut que je comprenne le truc, tu vois. Il faut que je sache s'il y a une utilité, s'il n'y en a pas. C'est tellement
il y a tellement d'informations en même temps que les journées passent comme ça, et j'ai l'impression qu'elles ont été remplies, mais elles n'ont pas été remplies, en fait, elles ont été vides. Et voilà, c'est comme ça que je vis depuis des années, en fait. Une espèce d'illusion de vie, en fait. Voilà. Et puis donc une autre vidéo aussi où un mec explique qu'il est seul et tout, tu vois, il dit bah, par exemple, quand je pars en soirée avec mon meilleur pote, alors déjà, tu vois, le mec il dit qu'il est seul, mais déjà il part en soirée et avec son meilleur pote. Alors du coup, bah, je lui dis attends, mais les mecs, soyez cohérents, on parle de solitude, on parle de quoi là? Tu sais, t'es seul, mais tu me parles de ton meilleur pote, tu me parles de tes soirées, tu me parles de trucs, attends, moi je te parle d'isolement, je te parle de... Personne m'invite quoi, enfin, je suis intéressant pour personne, enfin je pense, j'en sais rien, je m'en fous. J'en suis devenu à me dire que je m'en foutais quoi. Et donc voilà, très vite je me suis rendu compte que les gens ils parlaient de ce qu'ils ne connaissaient pas. Tu vois, c'est comme à un moment donné, je m'intéressais au périnée, tu vois, le travail sur le périnée, moula banda, ce genre de trucs. Super intéressant entre parenthèses. Et très vite j'en suis venu à m'intéresser à la prostate, comme ça, vite fait. Et je me suis rendu compte du nombre de meufs qui parlent de prostate, quoi. Je fais mais putain, occupez-vous de votre cul les meufs là. Qui est le mieux placé pour parler de la prostate? Et donc il y a des meufs, voilà, docteur machine bidule, voilà, tu regarderas et c'est incroyable. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Ça veut dire que bah, moi je suis un mec, je veux pas me... Comment dire? Bah si, quand j'étais ado, je voulais être gynécologue, comme tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis un mec et je vais pas m'autoproclamer, comment dire, spécialiste de l'anatomie intime de ces dames, tu vois. Parce que déjà, je suis déjà pas compétent. Parce que déjà, tu vois, donc ces meufs qui s'occupent de la prostate des mecs, écoutez les cocottes, allez vous acheter un chien, allez marcher dans la montagne, ou je sais pas, faites un truc, mais laissez la prostate des mecs tranquille, quoi. Voilà, donc c'était juste pour dire ça, quoi. Voilà. Non, parce qu'arrivé à un certain âge, enfin moi je suis passé dans les griffes de la médecine, là, ça fait 1 an. Avant, c'était pas du tout ça. Je voulais crever, les 2 pieds bien au sol et bien droit dans mes bottes, debout, tu vois. Et j'ai commencé à faire des examens pour ma fracture. Après, il y a eu la thrombose, tu vois. Des examens qui n'en finissaient pas. Des trucs qui m'ont mis des angoisses et qui m'ont montré à quel point j'étais vieux finalement. Enfin, vieux non, mais par rapport à la médecine, voilà, tu as un certain âge, forcément tu vas crever un jour. Alors là, j'enlève ma polaire parce que j'en peux plus. Je me mets sur pause. Ouais, donc voilà, donc la médecine me tient dans sa gueule, tu vois. Et voilà, je me retrouve à faire des queues pour passer des IRM, des scanners, des trucs à la con, des prises de sang. Je me retrouve à attendre des résultats de prise de sang, des examens anti-cancer, des trucs comme ça, tu vois, et tout seul, quoi. C'est pas évident. Il y a mon père qui m'appelle pour prendre des nouvelles, tu vois. Il n'y a que lui, en fait. Et je me suis aperçu à quel point j'avais fait preuve d'égoïsme, parce que quand ma mère et lui sont passés par des épreuves comme ça, bah moi j'étais pas... Enfin si, je devais être là, mais j'étais pas aussi là que, tu vois... J'étais pas appelé 2 fois par jour pour savoir comment ça allait, tu vois. Parce que moi j'ai du mal à appeler les gens. Déjà j'ai toujours peur de les emmerder. Même ma fille, là où ses vacances, je lui ai laissé quelques messages, mais on s'est pas appelé parce que j'ai peur de l'ennuyer, j'ai peur de l'embêter, tu vois. Et j'ai peur de faire mon gros dépendant affectif. Et ça me bloque. De même que pour appeler les uns et les autres. Quand je rencontre quelqu'un qui me file son numéro, tu vois, c'est arrivé 1 fois ou 2, là, je rencontre des gens, allez viens manger à la maison et tout.
dans la foulée, tu vois. Ou tiens, demain on se fait un truc. Eh ben non, parce que je peux pas, parce que demain c'est demain, et puis parce que demain je serai triste. Enfin, je sais pas, il y a un truc, tu vois, un truc chelou en moi, une espèce de truc dégueulasse, tu vois. Alors, j'essaye de préserver ma fille de ça, parce que c'est horrible, quoi. C'est comme si je trimballais la mort avec moi, tu vois, et je veux pas lui transmettre cette saloperie que j'ai en moi, tu vois. C'est un truc générationnel. C'est du transgénérationnel, c'est un truc que mon père il a, tu vois. Il n'y a que lui qui a ça. Les autres dans la famille, ils n'ont pas ça. Et ça vient de la religion. Là, cette religion de merde. Ah ouais, je dis religion de merde. Parce que si c'était pas de la religion de merde, bah, ça se saurait quand même depuis le temps. Tu vois. Monsieur et madame, notre religion, elle a quand même été imposée par le glaive, par l'épée, par le sang, par la violence, tu vois. Donc ça s'appelle pas de la religion, ça s'appelle de la dictature mentale, tu vois, ça s'appelle comme ça pour moi. Hein. Mais bon, peut-être que c'est que pour moi, hein. Peut-être que moi je suis un gros con, et puis que. Mais comme je vois les choses, c'est ça, tu vois. Et c'est pas autre chose, en fait. Une espèce de dictature mentale, un auto-enfermement, un truc pourri, quoi. Une espèce de virus, et moi je laisse ce virus. Et je le combats, tu vois. Voilà. Donc voilà. Donc, ouais, donc pour en arriver à ce point de la vidéo, bah, déjà il a fallu taper tout le reste avant. J'ai pas les moyens de faire des montages et de couper et tout ça, donc c'est chiant. Enfin, c'est chiant pour toi qui m'écoutes. Mais je te rappelle, fais-moi un petit coucou quand même, genre je sais pas un pouce parce que le pouce c'est trop. Mais je sais pas, un petit coucou quoi, juste. Ou un pouce si tu veux, ouais. Mais en fait je cherche un peu de chaleur humaine, tu vois. Mais il n'y en a pas sur YouTube, hein. Parce on peut pas être là pour les autres, tu vois. Moi je peux pas être là pour toi et toi tu peux pas être là pour moi. Moi je suis dans mon mal-être, je te l'exprime, tu vois. Toi tu es dans ton mal-être aussi ou dans ton bien-être. Tu peux l'exprimer ou pas. Mais ça fait de nous des gens qui vivent chacun dans une bulle de réalité personnelle. Et on peut pas influencer les uns et les autres. On peut juste faire un petit coucou, voilà. Mais tu vois, les gens que t'aimes, tu peux pas les sauver de la mort, tu vois. C'est pas possible. Tu les regardes crever, tu regardes la vie saloper, le temps bouffer tout, quoi, tout pourrir. Parce qu'il fait rien d'autre. Le temps, il fait pas. Les choses sont pas mieux. Après des années et des années, au contraire, à part le vin, tu vois, ou à part les alcools, tu vois, les trucs qui sont déjà morts, à part les produits qui te mettent en contact avec le monde de la mort, tu vois. Mais sinon, ce qui te met en contact avec le monde de la vie, bah, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est l'amour. Enfin, c'est l'amour, c'est les enfants déjà. Ce que tu peux ressentir auprès d'un enfant. Puis ce que tu peux ressentir aussi quand tu es amoureux, avant que ça devienne un sentiment perverti et avant que ça commence à véroler. Sinon, il n'y a rien d'autre. Après, plus ça vieillit, plus ça devient pourri, en fait. Voilà. Et l'alcool, qu'est-ce que c'est? Si c'est un breuvage extrêmement pourri, quoi. Voilà, plus il pourrit et meilleur il est, quoi. En termes de connexion avec le monde de la mort. Voilà. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Hein. On vit dans des dimensions immergées les unes dans les autres, tu vois, et ces programmes qu'on a en nous, tu vois, cette espèce de culture comme ça, c'est des choses qu'on capte. C'est des choses qu'on capte. C'est pas des choses qui nous sont propres, ce qui traverse notre psychisme ou notre psychologie. C'est pas forcément des choses qui sont générées par nous-mêmes. C'est des choses qui apparaissent comme ça et qui disparaissent, tu vois. Et des fois, c'est pas évident parce que on est submergé, tu vois, par des bouffées, tu vois. Comme moi ce matin, là, j'ai eu un ressentiment profond pour une personne parce qu'elle avait employé un mot qui me plaisait pas. Je me suis dit, mais putain, au lieu de...
appelle-moi gros débilos aussi, tant qu'on y est, arrête de m'appeler comme avec des petits mots comme ça, là, putain, appelle-moi comme du monde, tu vois, j'étais parti dans un truc comme ça, tu vois, mais putain, va te faire foutre, tu vois. Et puis après, j'ai dit, wow, c'est bon, là, oublie ça, t'es en train de perdre de l'énergie, laisse tomber. Et là, j'ai senti mon énergie remonter, et j'ai senti à quel point j'étais en train de la perdre avant, et que quand j'ai stoppé le truc, j'ai senti à quel point je récupérais de l'énergie et à quel point tout cela n'avait plus d'importance. Tu vois, à quel point j'étais sur un fil et que je me laissais embarquer ou d'un côté ou de l'autre et que plus je me laissais embarquer du côté sombre, à savoir putain mais tu me fais chier, j'aime pas ton surnom de merde là, tu me casses les couilles, salope, machin, tu vois, avec une espèce d'avalanche comme ça de perte d'énergie, carrément un barrage qui cède, tu vois, avec une espèce d'antériorité, avec un espèce de truc, tu vois, où tu peux plus te retenir, et puis tu retiens le truc, et tu dis mais non, mais c'est bon, ça m'appartient pas, ça. Et tu t'aperçois que tu montes en énergie, et que finalement, le petit mot qui t'avait fait chier, et ben finalement, tu le vois même plus en fait, tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles. Alors après, je sais que ça revient en général 2-3 fois, puis après ça disparaît, tu vois. C'est genre, ah ouais, on te le représente, et puis suivant ta façon de gérer ou pas cette espèce d'intensité haute, on va dire, en termes d'émotionnel, de gestion émotionnelle, et ben ça revient ou ça revient pas en fait. Voilà, mais on est constamment balancé dans cette espèce de truc, tu vois. Et moi, ma vie, là, depuis un certain nombre d'années, eh ben, je l'axe sur la rétention d'énergie. Alors, il faut savoir que c'est mieux quand on a des gens autour de soi, parce que on se forge le caractère d'une façon différente. Tu vois, bon, mon caractère, il n'est pas forgé. Je suis hyper sensible, je suis hyper susceptible, parce que j'ai des fuites de partout, parce que mon corps, enfin mes corps subtils, ils ont pas comment dire, ils ont pas été assez forgés, tu vois, par les chocs des confrontations normales, on va dire, et quotidiennes. Voilà, c'est pour ça que j'ai autant de mal. Et je suis dans un cercle vicieux où la confrontation me fait tellement mal que je m'en préserve, et du coup je reste sur une espèce de fragilité intérieure qui me plaît pas du tout, attention, hein. Et voilà. Donc mais donc je garde quand même mon énergie, tu vois, mais ça c'est, je pense que c'est une espèce de truc que je vis, tu vois, on va pas dire une épreuve, tu vois, mais quelque chose que je m'inflige à moi, tu vois. Parce que quand je suis avec des gens, eh ben, je suis tellement pas moi-même que je préfère être tout seul à la limite et être moi-même. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Tu vois, voilà. Donc c'est un choix, mais finalement c'est un choix à la con, quoi. Alors là, je me méfie parce que hier, quand je suis passé par là, il y avait du vent et on n'entendait pas ce que je disais, et c'était très désagréable pour les personnes qui, je sais pas s'il y en a qui m'ont écouté jusqu'à ce niveau-là de la vidéo, mais c'est très très désagréable. Donc j'ai pas envie de réitérer la petite erreur. Voilà. On va continuer un petit peu. Voilà, c'est chiant d'avoir aucune estime de soi-même, c'est vraiment chiant. Et voilà, j'en ai voulu longtemps mes parents, parce qu'ils auraient pu me faire soigner, mais quand j'étais gamin, j'étais tellement colérique, caractériel, tellement je sais pas ce que j'avais, quoi, borderline, je sais pas, non, c'est pas ça, borderline, j'en sais rien en fait. Parce que les gens me disent que je suis normal. Même le toubib, en même temps, il faudrait peut-être que j'en fasse 2 ou 3, enfin j'en ai fait déjà 2. Et un psychologue aussi qui m'a dit que ça allait, enfin même plusieurs psychologues m'ont dit que ça allait. Enfin, c'est peut-être ça, hein, être en vie, souffrir de solitude, d'être pas bien et d'accepter ce pas bien. Voilà.
Mais il y a des gens comme la maman de ma fille, tu vois, qui ont une énergie extraordinaire, qui sont dans l'écoute, qui sont dans le partage, qui sont dans une espèce de générosité comme ça. Là, je suis admiratif, tout le temps admiratif, je suis tellement admiratif. Et puis il y a des fois, Loulou, elle me parle de sa mère en des termes. Et je lui dis, mais non, mais ça c'est pas ta mère ça. Elle me dit, ouais écoute, je vais arrêter de parler de ça avec toi parce que tu comprends rien. Tu l'idéalises. Ah non, je l'idéalise pas. Je l'idéalise pas, mais je vois que voilà, quoi, c'est une personne qui réussit les choses sur tous les niveaux de sa vie, tu sais. Et moi, j'ai pas de niveau, en fait. Moi, je suis hors game, tu vois. Je suis hors jeu. Alors, j'ai toutes les techniques, hein. Yoga, respiration, tous ces trucs-là. Moi, je me sens compétent, je suis imbattable. Et on va dire... les quelques audios que j'ai postés là sur le yoga intégral, bon, des audios qui sont comme ils sont, hein. Ils ne sont pas forcément tellement aboutis, tellement réfléchis et tout ça, mais c'est le message que j'ai essayé de faire passer, parce que ça peut aider du monde, ça peut aider du monde. Tiens, il y a quelques gouttes de pluie là. Voilà, ça peut aider du monde et ben moi ça m'a vachement aidé. Parce que si j'avais pas eu ça, je me serais flingué, bah, c'est sûr. Tu vois, alors j'ai eu ça, ça m'a permis d'avoir des hauts et d'avoir des bas, tu vois, ça m'a permis de comprendre mon mal-être. Et ça m'a permis aussi de voir à peu près dans quel type de réalité j'évoluais. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Il y a il y a la réalité dans laquelle on est immergé. C'est une réalité énergétique, fréquentielle, vibratoire. Tu vois, ça veut dire que si tu restes haut en vibration, il n'y a rien qui peut t'atteindre, il n'y a rien qui peut te toucher. Tu vois, quand je bouge bien toutes les fuites que je peux avoir à mes corps subtils, tu vois, quand j'appelle fuite, je veux dire comment dire, par là où s'échappe mon énergie, comme tout à l'heure je te donnais l'exemple de « Ah, elle m'appelle comme ça, ce surnom ne me plaît pas, ça vient toucher quelque chose qui vient me faire mal et qui vient appuyer sur la douleur, que je suis un abruti, et que je suis un pauvre con et que je suis une grosse merde. » Et elle se fout de ma gueule en utilisant ce mot pour me faire comprendre à travers ce mot qui est à peu près, qui est un petit peu neutre, on va dire, à quel point je suis une grosse merde, tu vois. Et ben ça me fait perdre de l'énergie, parce que ça c'est une faille énergétique, voilà. C'est une faille énergétique. Donc savoir les reconnaître, et j'y arrive de plus en plus, donc c'est plutôt pas mal. Bon, mon seul problème actuellement c'est le café. Je suis addict au café. Il paraît que c'est normal, parce que les gens comme moi, ils sont souvent addicts à l'alcool et puis aux drogues. Et voilà, donc moi c'est le café, bon je suis pas non plus... mais ça fait des années... il y a encore quelques temps, là, il y a encore quelques années, je tournais à une cafetière par jour, tu vois. Une cafetière 12 tasses italienne par jour, avec 1 litre et demi de lait, voilà, et puis et genre 7 sucres par café, quoi. 7 sucres, oui, t'as bien entendu, 7 sucres. Ouais. Après, je me plains que j'ai un peu des problèmes de vision, tu sais. Mais bon, la marche m'a beaucoup aidé aussi, tu vois. Je suis quelqu'un qui marche énormément, je fais que ça. Et du coup, je me dis, ouais, ce blog, ces espèces de petites vidéos que je fais, voilà, c'est des réflexions en même temps que je marche, parce que c'est pas la même chose quand tu marches et quand tu es statique entre quatre murs. Tu vois, quand tu marches, t'es bien en fait. T'es bien, t'es juste bien, quoi. T'es sur le sol, tu vois, t'es dans des énergies qui sont constamment en mouvement, qui sont constamment rééquilibrées. Quand tu es chez toi, tu tournes en rond, toi, vite. Donc moi, dès que je commence à m'apercevoir que je tourne en rond chez moi, à la maison, j'essaie de me casser. Alors c'est facile à dire, parce que là, la dernière année, je m'étais fait une fracture là, du 4e métatarse, du coup, le fait de poser le pied par terre, c'était douloureux. Bon, il y avait une grosse composante psychosomatique, attention. Mais bon, voilà, quoi. Et puis après, dans la foulée, j'ai fait une thrombose. Alors je sais pas si je te l'ai dit, mais la thrombose, je l'ai faite
Ça a commencé le vendredi, je me suis réveillé le vendredi, j'avais un putain de mal à l'intérieur de la cuisse, super mal. Ma fille est partie le vendredi pour aller chez une de ses tantes. Donc j'étais seul avec Nouka. Et le samedi, ça m'a fait mal. Et le dimanche, ma fille est revenue. Et là, j'en pouvais plus, quoi. Et j'ai dit, je sais pas quoi faire. Je vais appeler les urgences. Ma fille m'a dit, appelle les urgences et puis tu verras, ils te diront. J'ai appelé et puis après, voilà. Et ils sont venus me chercher en ambulance pour me faire passer une nuit à l'hôpital. Et donc quand j'ai regardé sur mon petit bracelet, j'ai été admis à l'hôpital le 10 avril. Tu vois, le 10 avril. À 1h et quelques du matin, 1h30, je sais plus. Et ma fille m'a attendu tout le long, elle s'est pas endormie, tu vois, elle m'a envoyé des petits messages et tout. Franchement, ouais. Moi j'ai honte d'avoir une fille comme ça. Parce que moi parce qu'elle est trop géniale, quoi. Et je me sens pas, je me sais pas comment le dire, putain, je me sens pas légitime de toute cette bienveillance et toute cette gentillesse, voilà, je me sens comme une merde, tu vois. Je me sens comme une merde, quoi. Donc voilà, elle m'a attendu. Et donc c'était le 10 avril. Le 10 avril, c'est le jour où ma mère est décédée. Voilà. Exactement le 10 avril. Et je m'en suis rendu compte quelques mois après, comme ça, en regardant les chiffres de la mort de mon frère et tout ça, machin. Puis après, j'ai regardé la mort de ma mère. J'ai dit, mais attends, le 10 avril. Et puis, alors c'est marrant parce que le 10 avril, mort de ma mère, la pauvre, hein, toute seule, hein, dans une ambulance, en plein Covid. Mon père ne pouvait même pas aller la visiter. Enfin bon, c'était pas possible. Enfin, en même temps, c'est pas possible. Enfin, tu m'as compris, mais bon, quand même. Elle est morte toute seule. Elle méritait vraiment pas ça. À son enterrement, il y avait 5-6 personnes. Allez, 10. Voilà. Et puis ma marraine, qui n'a rien trouvé de mieux que de me dire que ouais, ma mère, elle lui en voulait, tu vois, encore à ramener le problème sur elle. Bon, l'égoïsme banal de l'être humain lambda, tu sais. Tout simplement, il n'y a rien de mieux à attendre d'un automate, hein, comme ça. Et mon cousin, qui disait à ma fille, bah tiens, tu devrais lire Le Pendule de Foucault, si tu as aimé le Da Vinci Code, voilà. Le genre de discussion, mon cousin, ingénieur, se disant intelligent, laisse tomber, quoi. J'étais un peu dégoûté. En plus, on était arrivé de nuit, on a roulé de nuit. On ne pouvait pas prendre la voiture parce que c'était interdit de circuler. Il y avait le Covid. Tu vois, donc on l'a fait quand même. J'ai dit, c'est bon, allez vous faire enculer, je vais à l'enterrement de ma mère, tu vois. Et mon père, quand il nous a vu arriver à 10h du matin, 1 heure avant l'enterrement, bon, il a dit, ah, mais ça me fait plaisir, mais je suis tellement déçu. Voilà, il était déçu que je lui ai dit, mais va te faire foutre. Je vais enterrer ma mère. Voilà. Ma petite maman. Voilà. Et on est tous des putains d'handicapés, quoi. On est tous des putains d'handicapés. Et le pire, c'est qu'on ne veut pas le reconnaître. Et on reconnaît que l'autre, en fait. On ne reconnaît pas soi-même en tant qu'handicapé, en tant que personne merdique. Non, c'est l'autre, c'est toujours l'autre, tu vois. Alors je comprends, hein, c'est mieux que ça soit l'autre, parce que comme ça ne nous empêche pas de vivre. Enfin, de vivre. Ça dépend ce que tu appelles vivre, quoi. Si te mettre une serpillière merdeuse sur les yeux pour rien voir de ce que tu fais, de ce que tu vis, pour vivre comme tout le monde et comme les autres, et puis essayer d'occulter tout ce qui fait mal et tout ce qui dépasse. Je sais pas si c'est vivre ça. Je sais pas non plus si c'est vivre ce que moi je vis. Tu vois, en étant super lucide. Je sais pas si c'est une façon d'envisager les choses mieux qu'une autre, en fait. J'en sais rien.
pense qu'il y a des chemins et il y a des chemins, voilà. Et on a chacun un chemin sous les pattes. Voilà, et donc ce chemin sous les pattes, moi c'est ce que je te fais partager, c'est mon chemin sous mes pattes. C'est pas un chemin sous les pattes à suivre, tu vois, c'est mon chemin sous mes pattes à moi. Tu vois, ça veut dire que pour moi, si tu veux être un individu, ça veut dire que si tu veux réussir à acquérir un peu de lucidité et de voir un petit peu les choses telles qu'elles sont. Alors attention, hein, avoir de la lucidité, c'est pas la meilleure chose au monde. Hein. Tu vois, quand tu vis dans un cimetière ou en enfer et que tu as l'impression que tu vis dans un endroit, tu vois, un peu idyllique ou je ne sais quoi, tu vois. Et puis quand tu commences à devenir lucide et que tu t'aperçois que tu vis dans un enfer, tu vois, ça fait bizarre. Hein. Tu vois, moi j'ai les paroles de comment il s'appelle, Dante là, Dante, le poète là, Dante, je sais plus comment là, qui avec l'enfer de Dante, tu sais, toi qui passes ce seuil, toi qui passes cette porte, abandonne tout espoir quoi. Mais en fait c'est ça, en fait, c'est abandonne tout espoir, parce que l'espoir c'est qu'une putain d'illusion et il y a aucun espoir en fait. Alors après je dis pas que je dis qu'il faut franchir la porte de l'espoir quoi. Il n'y a pas d'espoir quoi. L'espoir c'est une histoire que tu te racontes. L'espoir c'est un hypothétique point B que tu vas essayer d'aligner avec ton point A de départ en espérant que ça aboutira là. C'est ça l'espoir. Tu pars d'un point A et t'espères arriver à un point B. Alors que la vie va pas faire ça. La vie va t'emmener directement à un point B, avec ou sans espoir, tu vois. Et le point B, ça sera ta putain de mort et ta putain de déchéance. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à comprendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois. Donc voilà, donc les histoires, l'espoir, les prières. Tu vois, pour moi, tout ça, c'est du sparadrap, c'est de la béquille, tu vois, mais c'est important. C'est important d'avoir des béquilles pour marcher. Moi, j'en ai eu longtemps, tu vois. Au sens propre, hein, puis au sens figuré, dernièrement. Mais un homme, il marche pas avec des béquilles, tu vois. C'est comme quelqu'un qui marche. Quand je vois marcher des gens avec des bâtons de marche, tu vois, moi, ça me fait rigoler. Mais ça aussi, c'est mon point de vue à moi, tu vois. Je me dis, mais c'est pas comme ça qu'on doit marcher avec des bâtons, quoi. C'est quoi ces conneries, là? Il y a un mec qui marche avec des bâtons, alors tout le monde va marcher avec des bâtons de marche, tu vois. Alors que tu réadaptes ton corps à marcher, et ton corps, après, il est apte à marcher sur tous les terrains. Ah ouais, mais j'ai mal aux genoux. Bah justement, moi aussi, j'avais mal aux genoux, tu vois. Mais les genoux, ça se rééduque. La raideur des jambes, tu vois, ça fait partie de la raideur de nos corps subtils aussi, cette espèce de rigidité cadavérique qu'on porte en nous, comme ça, là, qui nous fait vieillir avant l'heure. Tu vois, alors on prend des béquilles, on a peur de se faire mal, on est tout sec, on est tout raide. Et puis voilà. Donc quand on marche, eh ben, c'est bien de marcher sans béquilles. Au début, tu marches avec des bâtons, et puis après, tu les laisses tomber. C'est comme un enfant. Au début, il marche à quatre pattes. Puis après, il marche sur ses deux jambes, tu vois. C'est important. Après, si tu as vraiment des problèmes, bah, prends des béquilles et prends des bâtons de marche, tu vois. Mais moi, j'ai rencontré la sœur d'une copine, qui s'était cassé le pied, ou je sais pas quoi, ou le bras, ou... Enfin bon, bref. Elle s'était pris les pieds dans ses bâtons de marche. En traversant une route, elle a failli crever parce qu'elle est tombée sur la route. Elle s'est pris les pieds dans ses bâtons, quoi. Tu vois le délire? Elle s'est pris les pieds dans ses bâtons. On est trop con, tu vois. Déjà, pour marcher correctement sur nos deux jambes, on est trop con. Alors, va rajouter encore deux jambes de plus, tu vois. C'est rigolo. Alors, il est quelle heure, là? J'ai aucune idée de l'heure. Il est 15h38.
Bon, on va faire un petit demi-tour, tranquillou. Tranquillou. Ah, j'aimerais bien continuer. Oh là là, c'est chiant. Je suis resté 15 jours quasiment enfermé dans la baraque là parce qu'il faisait trop chaud. Ah, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Bon, allez, on retourne, Sun. On y retourne, on redescend. Allez, sale bête. Ce soir, tu manges pas, demain, on prend la voiture. Allez, tu viens? T'as soif? Bon, bah écoute, hein, je te ferai un thé en arrivant. Vas-y. Tu m'attends, hein, tu marches pas sur la route là-bas. Ouais, voilà, donc les bâtons de marche. Voilà. Les bâtons de marche. Puis ce matin aussi, j'ai mon père qui m'a fait 2-3 petites réflexions, tu sais, c'est pas grand chose, c'est pas, mais c'est des trucs, ça m'a tellement rappelé quand j'étais gamin, tu vois. Bon, ça me fait chier de revenir là-dessus, tu vois, mais c'est une problématique que je vais réaborder parce que peut-être que toi qui écoutes, peut-être ça va te parler, tu vois. Mais en fait, il n'a pas changé d'un iota, tu vois. Quand on était gamin, mon frère, il avait des problèmes de ventre. Il avait mal au ventre tout le temps. Et ce mal de ventre, en fait, moi, je l'ai identifié bien des années après, même après qu'il soit décédé, tu vois. C'était le stress et l'angoisse. Et c'était le stress et l'angoisse que mon père distillait autour de lui, tu vois. Voilà, c'était ce genre de voilà. Et ce matin, ces derniers jours, là, depuis que je suis ici, en fait, je ressens le truc. Alors ça n'a plus le même impact sur moi parce que maintenant je vois les choses différemment. Et puis maintenant j'ai envie de grandir, j'identifie juste les programmes qui m'emmerdent et qui m'empêchent d'être léger et d'embrasser la vie, tu vois. Et donc ces petites remarques, ces petites attitudes, ces petits énervement. Oh non, mais pourquoi? Mais oh là 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 là, c'est genre il fait tomber une miette sur la table. Oh là là, zut, c'est tout de suite. Et tu sens, moi ça me fait mal à l'intérieur quand il fait ça. Ça me bouffe mon énergie, ça me fait mal. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens aspiré, quoi. Et voilà. Et quand j'étais gamin, je me rendais pas compte à quel point, voilà. Et ça, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est tout, quoi. C'est quelqu'un, il n'y a que lui qui fait bien les choses, les autres c'est tous des cons. Il est dans la religion jusque... Après je respecte, attention, hein, je ne veux pas juger parce qu'on est tous à essayer de chercher un petit peu de paix quelque part, tu vois. Et donc lui la paix, il ne l'aura jamais dans la remise en question parce que c'est trop douloureux sinon. C'est beaucoup trop douloureux de remettre les choses en question, tu vois. Donc lui c'est un curé, tu vois, fait partie d'une famille de curés, enfin non, pas vraiment curé, hein. Mais là, quand je veux dire c'est un curé, ça veut dire que voilà, c'est un curé, quoi. Il fallait aller à la messe, il fallait se confesser, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça m'a cassé les couilles, moi. Alors je sais pas si mon frère ça l'a fait chier à ce point-là, mais putain, mais moi qu'est-ce que ça m'a cassé les couilles. Tu vois, je me rappelle une fois, on est allé chez des amis à mon père justement. Et à la télé dans chaque pièce, ça gueulait, ça rigolait, il y avait de la vie, tu vois. Et puis mon frère il me fait ah, putain ça vit ici, hein. Ah ça fait du bien, ça vit ici. Voilà, il m'a balancé ça mon frère. On avait quoi? On avait 14-15 ans, je sais plus. Et ben ouais. Alors mon frère il est mort à 31 ans. Il n'a pas vécu grand chose parce qu'il est resté jusqu'à ses 31 ans chez mes parents. Et ça faisait 6 mois qu'il était dans son appartement et puis il s'est tué, donc il avait 31 ans, voilà. Et il avait 6 mois de vie, voilà. Et depuis quelques années, il vivait une semaine chez les parents de l'un et une semaine chez les parents de l'autre. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est tout. Moi j'engueulais mes parents en leur disant mais tiens, mais prenez-lui un appart et tout, il faut pas qu'il est resté trop longtemps, tu vois, et il a rien vécu, tu vois, mes parents l'ont gardé parce que ah ouais mais c'est son choix, mais non, c'est pas son choix, c'est le choix d'aucun gamin de rester jusqu'à 30 ans, jusqu'à 31 ans chez les parents ou 30 ans et demi, tu vois, c'est faire un choix, ça c'est une prison, quoi. Moi je suis parti de chez mes parents, j'avais 17 ans. C'était peut-être un peu tôt, j'en sais rien, mais je tenais plus déjà. Je tenais plus. J'étais dans ma chambre enfermé.
en train de dessiner, tu vois. Et dès que je bougeais mon cul, dès que je voulais faire un truc, déjà je n'avais pas le droit de faire quoi que ce soit. Quand je prenais un outil à mon père, il le voyait, j'avais pas le droit de bricoler, parce que soi-disant je foutais le bordel, j'avais pas le droit de faire rien en fait. Alors que quand j'étais gamin, je sais pas, je sais plus, j'étais jeune, tu vois, j'avais moins de 10 ans. J'arrivais à ouvrir les postes de télé avec un trombone, tu vois. J'ai réparé un poste de télé une fois, je m'en rappelle, je sais plus. Enfin bon, je suis un mec avec de l'instinct, tu vois, de l'intuition, de la débrouillardise. Et ça n'a pas été entretenu, tu vois. Il y a aussi un truc qui m'a toujours fait triper, tu vois, c'est l'escalade. Et ma mère avait peur que je me casse la gueule, tu vois, et du coup, c'est un truc auquel je suis passé à côté. L'escalade, tu vois, c'est quelque chose qui... La montagne, tu vois, c'est un truc... alors bon, je me suis rattrapé sur la marche, mais c'est pas pareil, tu vois. Mais peut-être qu'un de ces quatre, j'irai me faire peut-être une marche, je sais pas, dans des endroits un petit peu plus rock'n'roll, on va dire, en termes de difficulté. Voilà, peut-être avec ma fille même. Ouais, donc tout ça pour dire que ouais, la maison, ça vivait pas, quoi. Ça vivait pas. Moi, j'ai jamais connu mes parents amoureux, tu vois. Je les ai jamais vus. La dernière fois, je parlais à mon oncle. Et je lui dis, tu sais, il y a un truc qui m'a choqué. Une fois, je vous ai vu avec ta femme, là, donc ma tante et mon oncle. On se baladait sur la jetée là, de Sanary. Il y avait plein de monde et tout. Puis il y avait un orchestre qui jouait. Puis mon oncle a pris ma tante, ou ma tante a pris mon oncle par la main. Et puis ils sont allés danser pendant 2-3 minutes, là, tous les deux, comme ça. Et moi, ça m'a choqué. Parce que j'ai jamais vu mes parents faire ça. Je les ai jamais vus être légers. Je les ai jamais vus exprimer leur joie de vivre et leur bonheur. Tu vois, j'ai toujours vu mon père en train de faire ah tout le temps en train de faire ça. Ma mère en train de lui faire un truc et mon père en train de faire ah tiens, on va chez un tel. Ah non, il n'y a pas envie, ou alors j'ai envie, mais enfin bon, je sais pas, il y a un truc chez mon père que je retrouve profondément en moi, tu vois, une espèce de côté gros con, quoi, une espèce de... Sauf que mon père est très intelligent, mais je pense que je viens d'une famille dysfonctionnelle et que je suis moi-même dysfonctionnel, mais de toute façon, qui peut ne pas se dire dysfonctionnel? Il y a ça aussi, tu vois. Et moi, j'ai besoin d'être motivé pour faire les choses. J'ai besoin d'être motivé. Quand je suis motivé, je suis le meilleur. C'est pas compliqué, hein. Ça, j'ai pas besoin de... Mais là, ça fait quelques dizaines d'années que j'avais laissé tomber toute ma motivation. Toute. Depuis que je suis séparé de ma fille. Et après, quand je l'ai retrouvée, j'étais tellement dans la blessure que chaque semaine, quand elle repartait chez sa mère, ça me faisait comme si ça me faisait un coup dans le ventre, quoi. Comme si à chaque fois elle repartait de Saint-Chamond pour retourner à Saint-Denis et puis je la reverrais pas avant 1 mois ou 2, tu sais, cette espèce de douleur de dire au revoir à son enfant, tu vois. Donc j'ai traîné des casseroles toute ma vie, quoi, et je me suis pas fait aider parce que j'en avais pas conscience. Je croyais que ce mal-être dans lequel je vivais, tu vois, il était normal. Et je me suis habitué à ça, tu vois, de même que je me suis habitué aux idées de suicide, je me suis habitué à cette espèce de vide, cette espèce de vertige, cette espèce de comment ça s'appelle, d'ostracisation des autres et de moi-même, en fait. Je ne sais pas si les autres me rejettent ou si c'est moi qui rejette les autres. Peut-être un petit peu les deux, tu vois, ça va ensemble tout ça. En même temps, j'aime bien réfléchir aussi, donc la plupart du temps, être avec quelqu'un qui... Mais c'est bien aussi de ne pas réfléchir, d'être avec quelqu'un qui ne réfléchit pas et de pouvoir juste être là, tu vois. Puis quand je suis arrivé ici, je me suis dit, putain, ça serait cool que je rencontre qui d'abord? En fait, personne. Hein. J'ai rencontré qui? Marie-Odile, qui a son mec, avec qui on ira boire un café, puis ça va s'arrêter là. Fabienne, que j'ai pas rappelé, qui m'a laissé plein de messages et je me suis dit non, tombe pas amoureuse d'un mec comme moi, ça sert à rien, tu vois. De qui je vais appeler des copains d'école, j'en ai pas. Je suis parti, j'avais 17 ans.
Donc je connais pas les gens en fait. Ce matin, je suis passé à Saint-Chamond, j'ai rencontré des têtes que je connaissais. Ça m'a fait bizarre, tu vois. Je me suis dit, tiens, des têtes que je connais, tu vois. Mais sans plus, tu vois. C'est comme à Saint-Denis, pareil. Quand je me balade, je me dis, tiens, il y a des têtes que je connais. Alors bon, il y a des têtes que je connais mieux que d'autres, tu vois. Mais par exemple, les amis de ma fille, je les connais pas, tu vois. Une fois, il y a un mec qui s'est approché de moi. Il me dit, bonjour, je suis un copain d'Alan et de Loulou. Je m'appelle... je sais plus comment il s'appelait. Dyson ou Tyson. Non, Dylan. Je m'appelle Dylan, voilà. Je crois que c'était ça. Hein. Tu vois, j'ai un peu des problèmes de mémoire parce que les gens, je les vois une fois et puis après, je les vois plus. Et ben, ça m'a fait plaisir. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Puis je lui dis, vas-y, n'hésite pas, quand tu me revois, tu me fais un petit coucou. Moi, je te reconnaîtrai peut-être pas parce que j'ai des problèmes de mémoire et tout. Mais ouais, mais c'est dur de vivre comme ça. Hein. C'est vachement dur. Alors après, quand j'ai besoin de parler, je vais parler avec des gens, hein, tu vois, je vais m'abreuver un petit peu, je vais parler avec une caissière, je vais parler avec quelqu'un, je vais nouer la conversation, je vais aborder quelqu'un dans la rue pour discuter de trucs à la con, tu vois, et ça va me nourrir pendant une journée, tu vois, pendant 2 jours, 3 jours. Mais là, comme je vois les choses, mon avenir, il n'est pas radieux. Hein. Alors après, je sais pas si c'est... Wow, arrête de bouffer n'importe quoi, là. En plus, je sais ce que tu bouffes de la merde de mouton. Mon avenir, il est pas radieux, hein. Il va être encore plus dans la solitude parce que Alan a trouvé un appartement, donc Loulou va sûrement aller vivre plus ou moins chez lui de temps en temps, une fois, 2 fois, puis de plus en plus, et puis voilà. Donc je vais la voir de moins en moins, et puis bon, elle a peut-être pas forcément envie de se faire pomper l'énergie par quelqu'un aussi énergivore que moi, tu vois, même si j'en ai conscience, tu vois, je veux pas non plus... Mais alors je sais pas où me situer, parce que je veux pas lui bouffer l'énergie, mais je veux pas non plus rompre le contact, tu vois. J'en serais presque là, tu vois, tellement je l'aime. Je me dis, écoute, on va arrêter de se voir, et puis comme ça, tu me gardes dans ton souvenir, et moi je te garde dans mon souvenir, et puis je te filerai un peu de thunes de temps en temps quand je pourrai, et puis on en reste là, toi et moi. Elle a 19 ans, je sais pas ce que ça peut faire dans un psychique, dans une petite tête de 19 ans, ce genre de truc. Pas forcément des belles choses. Hein. Non. Pas forcément des belles choses. Tout en sachant qu'une fois elle m'a dit qu'elle était allée voir Cyril parce qu'avec sa mère ça allait pas, tu vois. Et moi ça m'a fait chier. Je me suis dit pourquoi tu. Donc Cyril c'est son beau-père. Je lui ai dit pourquoi tu n'es pas venu me voir moi. Voilà, elle est allée voir Cyril, tu vois. De même que c'est Cyril qui lui a prêté son appartement pour faire une fête de bac ou après le bac ou un truc comme ça, tu vois. Elle me l'a dit 3 ou 4 jours après. Elle me l'a dit quand même, voilà. Ça m'a fait chier, ça m'a fait mal. Je lui ai dit, t'aurais pu me le dire avant, je sais pas. Donc ils étaient toute une bande de potes là, à squatter l'appartement de Cyril. À mon appartement, c'est pas. Ouais, c'est un petit studio, hein. Enfin, c'est un 2 pièces, tu sais. Il y a un canapé, une table, un fauteuil dans la grande pièce, un petit coin cuisine, un chiotte, une petite salle de bain, c'est plutôt un bac à douche avec un lavabo. Et puis une chambre avec une mezzanine, où Loulou dort dans la mezzanine et moi je dors sur le sol, sur un matelas. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à faire quand on est là-dedans. Puis, quoi qu'on a déjà fait des petites soirées pour mes 50 ans, là. Enfin, ils se sont incrustés dans ma... J'avais pas envie de passer du temps avec la sœur de... avec la tante de ma fille et avec la mère de ma fille et le chum de la tante de ma fille. Et voilà, j'ai obligé de me les taper, ça a été chiant. Ils en ont profité pour me balancer 2-3 petites saloperies au passage. Une bande d'enculés, quoi. Alors tu vois, ça aussi, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est parce que voilà, sûrement c'est vrai. Voilà. C'est pour ça que je laisse rentrer personne chez moi.
faut que j'arrête, faut que je casse le truc. Faut que je casse le truc, faut que je casse le truc. Alors c'est facile à dire, tu vois, parce que depuis quelques mois, là, je parle à mon téléphone, je balance, j'écoute, je parle. Puis là, je mets sur Internet maintenant, parce que je me dis, comme ça, j'aurai peut-être un retour. Ça peut peut-être, je sais pas, c'est pas des trucs super... c'est des interrogations, c'est des questions que je me pose, tu vois, je me dis, je suis en train de tomber, en fait. Je suis en train de tomber socialement. J'ai pas l'impression intellectuellement, mais peut-être qu'aussi intellectuellement aussi, peut-être que je suis en train de raconter n'importe quoi. Si ça se trouve, quand je parle, ça fait des bruits bizarres, tu sais, c'est pas du tout intelligible. Et j'ai limite peut-être... j'ai l'impression que c'est cohérent, que c'est intelligent, que c'est intelligible et que ça veut dire quelque chose, mais en fait c'est que des borborithmes, tu vois. Et que je suis finalement peut-être dans une camisole, shooté à mort dans un hôpital psychiatrique, en état de stase, en train d'imaginer tout ça. C'est possible. Ça, il n'y a rien qui m'étonnerait maintenant. Il n'y a rien qui m'étonnerait du tout. Qu'est-ce que c'est joli. L'ardière, voilà. Je ne sais pas si on voit le mot l'ardière. Bon, on va peut-être arrêter la vidéo là. Je vais faire quelques petits shorts là pour que les gens s'abonnent. Parce que j'ai envie d'avoir des abonnés, c'est bon, je fais des vidéos, je fais des machins. C'est pas que j'ai envie d'avoir des abonnés parce que ça change rien, tu vois. C'est ça, je suis dans une espèce de spirale du vide où je parle à mon téléphone et je sais même pas s'il y a des gens derrière qui écoutent. Sûrement pas d'ailleurs parce que ça doit faire chier tout le monde, tu vois. Parce que l'être humain il est plus là-dedans, tu vois. À moins que des gens qui soient aussi pas bien que moi m'écoutent, tu vois, ou qui soient dans ce genre d'interrogation. Mais sinon, alors je me raccroche, je me dis, tiens, il y en a un qui l'a vu 2 fois ma vidéo, tiens, il y en a un autre qui l'a vu 3 fois, putain, ça fait 5 fois en 1 heure là, ça fait... Alors je sais pas si qu'est-ce que c'est qui a été décompté en tant que vue, tu vois, si c'était juste les 30 premières secondes qui comptent comme une vue, ou je sais pas en fait, si c'est 5 personnes qui ont vu la vidéo en entier, ou alors c'est 5 personnes qui ont vu 30 secondes de la vidéo, voilà. Et du coup, je me raccroche un peu à ça. Ça me fait des espèces de... c'est comme si j'avais l'océan à traverser, tu vois. Et je me raccroche à ça pour pas sombrer, en fait. Tu vois. Et même quand ma fille est à côté de moi, je m'intéresse plus à YouTube et aux vidéos qui sont sur mon téléphone qu'à ma fille qui est en face de moi parce que j'ai rien à lui dire, en fait. Et puis parce que, je sais pas, je suis parti dans un truc, là. Je suis parti dans un putain de truc, quoi. Et j'ai pas envie d'aller dans ce truc-là, tu vois. J'ai pas envie d'aller dans ce truc-là. Si je dois crever, je veux pas crever comme ça, quoi. Putain. Bon, enfin, on va voir, quoi. On va voir. Déjà, le fait d'être venu ici, c'était plutôt intéressant. C'est plutôt pas mal. Ce matin, je suis allé faire le plein de la voiture. Putain, je me suis senti agressé par tout le monde. Par tout le monde. Je me suis senti en décalage. J'aurais voulu rentrer dans les égouts. J'aurais voulu me cacher. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, tu vois. Oh là là. Alors, c'est vrai que ça fait quand même un certain temps que je suis pas sorti de la baraque. Ouais, quasiment avec l'écran vissé sur la gueule. Mais putain, ça faisait vertigineux, tu vois. C'était... ça m'a fait bizarre. Hein. Ça m'a vraiment fait bizarre, quoi. Et je me suis dit, putain, mais dis donc, c'est de pire en pire. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Faut que je prenne des médocs, faut que j'aille voir un psychiatre, faut quoi Quand je vois quelqu'un, je vois le décalage qui y a entre la personne et moi, et ça me donne le vertige, en fait, tout simplement. Mais après, quand je parle avec la personne, ça va. Ouais. Il y avait un gars qui demandait de l'argent à l'entrée de la boulangerie. Je voulais acheter une pizza là, pour ce midi, pour manger avec papa. Là, je voulais lui acheter un grec, mais j'ai pas trouvé, puis c'était trop tard. C'était compliqué de prendre un grec, parce qu'un grec, il faut le manger de suite, tu vois. Tu peux pas trop le manger 1 heure ou 2 après. Les frites sont froides et tout. Tu peux pas trop faire réchauffer. Et du coup, j'ai opté pour la pizza, tu vois. Donc je suis rentré, le mec il m'a demandé de l'argent, j'ai dit non.
J'ai que la carte bleue, il me dit ah mais prête-la, prête-moi là 5 minutes et tout. Je lui dis non, c'est bon, en rigolant, tu vois. Puis je suis ressorti les mains vides et puis après je suis rentré à nouveau, tu vois, j'ai pris la pizza. Après avoir réfléchi si j'en prenais ou pas. Et puis quand je suis ressorti, le mec il m'a dit bon appétit. Et là j'ai dit ouais putain mais vas-y, arrête de me foutre, arrête de me faire culpabiliser parce que je t'ai pas donné d'argent en me disant bon appétit quoi. Toi aussi tu vas te gaver, tu vas bouffer, t'inquiète pas, tout le monde te file des trucs là, ça va, c'est bon. Arrête de me faire chier quoi. Et je lui ai dit ça, tu vois. Mais je lui ai pas dit en face, ouais. Je l'ai dit en m'éloignant de lui. Tout courageux quoi, tu vois, courageux. Et j'ai senti cette agressivité là, et ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Et je me dis, putain, mais je suis un espèce d'agressif, quoi. Vraiment, quoi. Faut vraiment que je fasse quelque chose, quoi. Je sais pas quoi. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Bon, et ben voilà. Donc l'agressif psychopathe, solitaire, qui se pose des questions, là, qui fera peut-être mieux de se flinguer. Alors je sais pas si on entend, là, il y a encore un peu de vent, là. J'espère que c'est pas comme hier, là, où c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'on n'entendait pas du tout. On n'entendait pas du tout ce que je disais. Donc voilà. Donc bah écoute, on va laisser. Bonjour. Voilà, donc du coup on va laisser cette vidéo ici tranquillou et puis je te dis à plus et puis écoute, t'hésites pas de me lâcher des petits retours. Allez, je t'embrasse. Ciao.